Voilà, et donc je m'approche du micro. Donc on est très content de recevoir Julien Dang, qui revient d'ailleurs l'année prochaine pour nous parler d'autre chose, mais qui a créé un DU qui est tout à fait intéressant de POCUS, Point of Care Ultrasound et Vexus. Et donc je lui ai demandé de venir nous parler de l'échographie clinique en néphrologie, et en particulier sur l'hémodynamique et la congestion, avec l'intérêt du Vexus, qui à mon avis est tout à fait intéressant, même si ce n'est pas complètement validé sur certains éléments pour nos patients en néphrologie. Donc on t'écoute. Bonjour à tous, merci Eric pour l'invitation. Je suis très content d'être là, enfin en visio. Déjà, je m'excuse parce que le titre qui a été annoncé en janvier était un peu trompeur, hein. J'étais un peu enthousiaste à l'époque, disant que j'allais parler des ultrasons en général, sur l'interventionnel. Bien sûr, on n'a pas le temps de tout aborder. L'éco-clinique, c'est vraiment très large. Et je pense que le DU dont parle Eric, que je coordonne avec Marie, vraiment s'intéresse à tous ces aspects, notamment l'éco-rénal, le transplant d'une part, mais aussi du côté vasculaire et non pas seulement le Doppler fistule qui est absolument primordial pour la plupart des inscrits, mais aussi l'écho-cœur et le Vexus. Et donc, je vais vraiment me concentrer sur ce que Eric m'avait demandé initialement en janvier, c'est-à-dire le Vexus, le Venus Express Ultrasound. Donc, en fait, c'est l'évaluation échographique de la congestion veineuse, une thématique qui est de plus en plus à la mode, notamment en soins critiques. Mais vous allez voir que c'est un néphrologue qui l'a créé et forcément, en fait, l'intérêt est forcément centré sur la néphrologie, pas seulement en aiguë, mais aussi en chronique. Une petite diapo d'introduction, hein. Donc, l'hémodynamique rénale, c'est vraiment, ça nous intéresse tous dans la vie quotidienne. On fait tout pour préserver ces petits néphrons qui sont extrêmement fragiles et sensibles à la variation hémodynamique. Rapidement, l'autorégulation vasomotrice des reins peut être dépassée, notamment en soins aigus. Et on sait que la pression de perfusion rénale est absolument primordiale à préserver. C'est la différence à peu près hein, estimée par la pression artérielle moyenne moins la pression veineuse centrale. Et on sait qu'en soins critiques, ben, cette PPR en fait est fortement corrélée au risque d'évolution vers une insuffisance rénale qui est plus sévère. La PPR, mais chacune de ses composantes, la PAM et la PVC, sont importantes, peut-être avec un poids plus important pour la PVC. Et dans cette diapo, il y a un peu, alors on va pas la détailler, c'est un peu finalement notre mind map devant chacun de nos patients qui viennent pour IRA fonctionnel ou pas. C'est de savoir en fait quels sont les facteurs à traquer pour que mon néphron soit bien perfusé. Donc on va traquer la volémie, on va traquer la fonction ventriculaire gauche, la pression copie de résistance vasculaire, la diatrogénie, d'une part pour restaurer la pression artérielle moyenne. Je ne sais pas si vous voyez bien ma flèche. Et puis d'autre part, alors c'est un peu moins fait jusqu'à récemment, c'est traquer tout ce qui augmente la PVC, donc tout ce qui est la congestion, on va y revenir en détail, donc l'augmentation de la volémie plutôt que l'hypovolémie, et la fonction ventriculaire droite, ainsi que d'autres paramètres qui ne dépendent pas forcément de notre sang, mais qu'il faut absolument prendre en considération pour bien comprendre comment les reins sont perfusés, et ça, c'est pas facile, et c'est là que vous allez voir que l'échographie peut être intéressante, en plus d'autres paramètres cliniques et biologiques qui sont pas, bien sûr, pas achetés à la poubelle. Je suis pas un focus enthousiaste, mais je pense que l'écho nous apporte en fait un plus que n'ont pas les autres et ça s'intègre dans une appréciation multiparamétrique. Rapidement, la congestion, ça veut dire quoi? La congestion veineuse, c'est une surcharge dans le réservoir veineux, donc c'est soit trop de volume, donc le patient est en surcharge hydrosodée globale et ça retentit sur la perfusion du rein, soit et ou un problème de pression, hein, il faut distinguer les deux. Un tuyau, quand il est dilaté, congestif, c'est pas forcément un excès de volume, mais c'est ça le piège principal, on va y revenir. C'est peut-être juste que le tuyau est bouché en aval et pas simplement un problème de volémie. Et donc, quand la PVC augmente, on va encore avoir une fois donc une baisse de la pression de perfusion rénale, mais on a aussi montré que en fait l'augmentation de la PVC va entraîner une augmentation de la pression hydrostatique et donc une accumulation d'œdème interstitiel qui va en retour bloquer en fait la perfusion rénale à l'arrivée et donc ça va contribuer à diminuer la filtration rénale et entraîner ce qu'on appelle une IRA fonctionnelle, non pas hypovolémique vraie, mais plutôt une hypovolémie relative. Bon, on met toujours des schémas pour illustrer ce qu'on dit, hein, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de le dire, de le rappeler, mais la ligature de la veine rénale dans les modèles murins, on voit très bien que quand la pression veineuse augmente, et ben la filtration rénale diminue. Et lorsque on fait une capsulotomie chez les souris, on voit que les souris qui ont été enlevées de leur capsule, en fait, ils avaient une fonction rénale qui était récupérée. Et donc, ce syndrome de compartiment rénal ou la tamponnade rénale sous-capsulaire est quelque chose qui existe en vrai, même s'il est quand même difficile à appréhender.
Elle est difficile à appréhender pour les médecins seniors, hein. Je pense que l'IRA congestive est quand même compliqué à estimer et notamment à enseigner. Parce que, ben, en fait, en pratique, les urgentistes vont dire, ben, l'IRA, ça donne de la congestion donne de l'IRA, donc quelle est la poule de l'œuf? En fait, c'est toujours assez compliqué à comprendre. Et surtout, ben, quelle est la définition qu'on va enseigner aux étudiants, aux internes de néphrologie? On sait que c'est une IRA fonctionnelle, mécaniquement, c'est tout à fait logique. Mais la définition que nous, néphrologues, apprenons, c'est que ben, l'IRA fonctionnelle, elle régresse quand on traite le problème à l'origine de l'hypoperfusion. Or, vous savez très bien que les patients, même très congestifs et cardio-rénales, quand on les déplète, eh ben, en fait, ils vont monter leur créate. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous encore, et je plaide coupable quand j'étais plus jeune, stop la dépression quand on voit que la créate monte, le cardiologue aussi. Mais en fait, finalement, cette IRA peut être tolérée dans la plupart des cas, qu'on est sûr qu'il y a de la congestion, parce que finalement, cette IRA va s'améliorer avec le temps, et c'est montré que cette IRA permissive au début entraîne une amélioration de la survie et de la fonction rénale au long cours. Donc, c'est quand même difficile à faire comprendre et donc à appliquer en pratique clinique de façon très schématisée. Donc en pratique, je pense que moi en premier, au début, j'étais plus préoccupé, comme historiquement pour tous les néphrologues, par la précharge dépendance plutôt que par la tolérance au fluide, parce qu'on a toujours peur que le patient soit, je sais pas, c'est peut-être des acquis de la réanimation. On a toujours envie de remplir des patients quand ils viennent, quand on a l'impression qu'ils sont à peu près euvolémiques, entre guillemets, c'est-à-dire que quand le patient il vient pour une IRA, et qu'on voit qu'il n'a pas d'œdème, pas de crépitant, même si c'est un patient en post-greffe immédiat, hein, je pense je suis pas le seul à voir que le patient en post-greffe immédiat, s'il est un peu volé, même s'il a reçu 5 types de remplissage en post-opératoire, j'aurais plus tendance à le remplir un tout petit peu, et puis on verra s'il doit prendre du reste, et puis au pire, on le dépète. Sauf qu'il y a plusieurs problèmes à ça, c'est que d'une part, l'examen physique, et je vous l'apprends pas, est extrêmement peu sensible pour détecter la congestion. Vous vous souvenez de l'étude LUST, peut-être pour la plupart d'entre vous, qui est une étude qui est internationale prospective, qui vise à évaluer l'intérêt du LUST, c'est-à-dire du LUS, pardon, c'est-à-dire l'échographie pulmonaire, chez les patients en hémodialyse chronique, pour voir si on pourrait améliorer en fait la durée de prise en charge et les outcomes des patients. Donc on a montré brièvement, c'était international européen de grande envergure, que ça c'est associé à la surmortalité à coup sûr, et que si on fait l'écho pulmonaire régulièrement, on peut améliorer en fait la décongestion et ils ont une meilleure tension artérielle. Or, dans cette étude, ce qui nous intéresse, c'est de dire que finalement, il y a moins d'un quart de ces patients-là qui, dialysés, avec une surcharge importante pulmonaire, avaient soit des crépitants et ou des éléments des membres inférieurs, et donc l'examen physique est extrêmement peu sensible pour récupérer ces patients-là. Rajouter à ça, et ça c'est des données plutôt de réanimation, on sait très bien que le delta, la fenêtre de tir entre quelqu'un qui a besoin de remplissage, quelqu'un, un patient qui est préchargé dépendant, et la congestion, on va dire, délétère veineuse, elle est très étroite, notamment pour les patients qui ont des fuites capillaires, une dysfonction cardiaque, un problème endothélial ou une inflammation systémique, c'est-à-dire, en gros, la majorité de nos patients. Et donc, finalement, il faut cette attitude de on remplit, on verra, c'est quelque chose qui est trop fréquent et pas assez fin pour notamment améliorer la prise en charge et le pronostic de nos patients. Dernièrement, et ça c'est une étude de réanimation, il faut savoir que la précharge dépendance et l'intolérance au fluide peut coexister en même temps. Ici, c'est une étude de réanimation chez une centaine de patients qui sont intubés sous noradré. Et en fait, la précharge dépendance est définie, comme vous savez, par la réponse du débit cardiaque suite à un remplissage en ACL ou en soluté de remplissage en tout cas. Et ce qu'ils ont montré, c'est que chez les un tiers de patients qui répondaient au remplissage, quand on regarde leur score de congestion évalué par le Dexus, on va y revenir en détail tout à l'heure, et ben on voit que plus de la moitié des patients avaient un score de congestion qui n'était pas nul. Un score de congestion qui n'était pas nul, c'est-à-dire la veine cave était dilatée et il y avait une surcharge tissulaire hépatique intestinale, voire rénale, chez plus de la moitié de ces patients. Donc les deux peuvent coexister et il faut rappeler que la précharge dépendance est quelque chose qui est assez débattu. Un patient qui répond à un remplissage, donc tu augmentes le débit cardiaque, tu dilues la créate éventuellement, c'est pas un patient qu'il faut nécessairement remplir. C'est parce que tu augmentes le débit que tu as besoin de le faire. À l'inverse, il faut savoir que les fluides, le remplissage, c'est vraiment la première drogue, le premier médicament qu'on prescrit, et c'est pas une prescription qui est anodine. Et on sait aussi en soins critiques qu'un litre de surcharge était associé à une surmortalité de 20% pour chaque litre supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrapolable, au moins à minima, chez nos patients de soins aigus en néphrologie. De quoi les patients meurent de la congestion? Bien sûr, il y a la congestion droite centrale qui est liée à la néphropathie. Bien sûr, plus ils sont insuffisants rénaux, plus ils meurent. Bien sûr, la congestion gauche, c'est l'urgence thérapeutique avec l'OAP.
Mais on va dire que ça, c'est uniquement la partie émergée de l'iceberg. En fait, la congestion est forcément systémique, hein. On a des veines partout. Et en fait, il y a pas mal de paramètres qui sont difficilement quantifiables en pratique clinique, qui pourraient gréver le pronostic de nos patients à long terme. Je pense à nos patients greffés ou en MRC. Et ben, bah, ça peut augmenter, par exemple, le risque de troubles cognitifs lorsque l'activation du système nerveux central. On peut avoir un certain degré d'immunosuppression aggravée lorsqu'il y a une infiltration au niveau de la moelle osseuse ou de la rate. On peut avoir des problèmes hépatiques ou cutanés, mais aussi, et ça c'est intéressant, un problème aussi digestif, c'est que l'œdème muqueux sous-digestif est assez rapide et ça va entraîner tout un tas de problèmes de malabsorption, de dénutrition, de problèmes de pharmacocinétique, des problèmes de dysbiose et bien sûr de translocation digestive qui est une problématique majeure chez nos patients dialysés ou bien transplantés. Donc c'est à tous ces titres-là que la congestion est une maladie qu'il faut connaître et traquer. En ayant dit ça, comment on traque la congestion? Je ne vais pas parler de la congestion de gauche qui ne fait pas partie du topo parce que je risque de m'étendre trop longtemps sur les PRVG qui, pour le coup, est enseigné pendant le DU. On va parler surtout de la congestion de droite qui, elle, va entraîner la défaillance d'organes, donc rénale, et qui va un peu plus nous intéresser, mais on peut discuter de tout. Et donc, je vous ai dit que les marqueurs cliniques sont très peu sensibles. Donc, il faut, pour nous, néphrologues, être plus fins dans ça. Le gold standard, bien sûr, c'est le cathétérisme droit, bien sûr, qui n'est pas fait en pratique, qui est quasiment plus fait, en fait, dans la plupart des centres. Quand on est réanimateur, on a un très bon proxy qui est la pression veineuse centrale. Donc, on met le cathéter central au niveau de l'oreillette droite, on calibre, on fait le zéro et puis on mesure la PVC. C'est assez technique, mais c'est assez fiable. Et donc, les réanimateurs se posent beaucoup moins de questions que nous. Quand on est plutôt en salle et qu'on maîtrise des coqueurs, notamment les cardiologues, on peut faire des pressions ventriculaires, des évaluations des pressions ventriculaires du VD, donc l'IT, la PAPS. Et quand on ne sait pas faire le TT, ben en fait, on se contente souvent de la veine cave inférieure. Donc, est-ce qu'elle est dilatée ou elle n'est pas dilatée? Et vous savez très bien que techniquement, c'est pas toujours quelque chose de simple, même si c'est pas le plus difficile. Et directement, si vous avez bien suivi, on affronte un problème qui est assez important, c'est que encore une fois, une veine cave qui est dilatée, ça ne veut pas forcément dire que tu as un excès de volume, et on n'a pas forcément besoin de dépléter ce patient, ça peut être un problème de pression, donc une dysfonction ventriculaire droite qui peut, elle, liée à pas mal de facteurs différents, un infarctus du myocarde droit, une EP proximale ou bien une ITCA, ça c'est pas finalement si excessif que ça, ou des patients qui ont des pansements péricardiques compressifs. En bref, un patient, un néphrologue doit savoir évaluer la veine cave, mais aussi ce qui se passe en aval, notamment au niveau cardiaque, on faire une écho-cœur au moins de débrouillage. Il faut savoir vraiment distinguer pression et volume. Les veines sont des systèmes qui sont dynamiques, donc la dilatation de la veine cave ne représente le volume que lorsque le cœur s'arrête de battre. Ça, c'est une expression que j'ai reprise. Donc, il faut vraiment distinguer les deux. Donc, en schématique, donc un néphrologue doit savoir évaluer la plomberie, entre guillemets. L'appréciation éco-dynamique est forcément multiparamétrique. Il faut qu'on s'intéresse à la pompe du système, donc savoir évaluer l'épanchement péricardique, la fonction ventriculaire gauche de façon très simple. On ne va pas aborder les coqueurs dans ce topo. Les PRVG qui sont beaucoup plus complexes à appréhender, mais on peut en parler si vous le souhaitez. Le VD, la fonction systolique du VD, qui est très très simple à apprécier. Et puis la PAPS qui est très simple techniquement et qui demande un peu plus de compréhension physiopathe pour interpréter. Et puis après, ce qu'on va enseigner aujourd'hui, c'est surtout l'écho-veineuse. Donc le Vexus qui s'intéresse à la surcharge de la tuyauterie, donc l'excès de volume ou de pression dans les tuyaux. Et enfin, ce que je vais pas aborder, mais qui est beaucoup plus simple, c'est est-ce que dans ton système de plomberie, il y a des fuites? C'est-à-dire que quand on a beaucoup d'eau dans le tuyau, ben, peut-être que par hyperpression, on peut avoir une fuite théoriquement dans les tissus. Ben, ça, c'est l'écho pulmonaire et l'écho des séreuses. Et donc, l'ensemble est important. Je donne une situation très fréquente. Hein. Mon patient, quand je suis de garde en dialyse, ne tolère pas l'ultrafiltration et chute sa tension. Bah, l'écho, on va dire multidimensionnel, se fait en moins de 15 minutes. Et si vous avez un patient qui est absolument vide dans le secteur veineux, qui n'a pas de surcharge dans les séreuses et dans la plèvre, eh ben, peut-être qu'on a tout simplement déplété de façon excessive le patient. C'est pas toujours évident à appréhender. Lorsque le patient est en effet en surcharge dans le secteur veineux, et qu'il a une dysfonction cardiaque droite ou gauche ou globale, et ben peut-être qu'il faudrait optimiser la fonction cardiaque et adresser un cardiologue plus rapidement. Lorsque le patient est plutôt œdémacié, gonflé, prend du poids et accumule dans la séreuse, mais qu'il n'a rien dans le secteur vasculaire, ben peut-être que le problème vient du rolling. Il faut probablement le dépléter
mais sur un plus long terme et de façon à optimiser la température du bain ou la nutrition, par exemple. Et enfin, si tout montre que le patient est congestif, mais qu'il suit quand même sa tension, c'est peut-être de la iatrogénie. Et enfin, peut-être que c'est les quatre en même temps. Vous voyez que finalement, l'échographie multiparamétrique peut permettre de répondre à pas mal de questions sur le plan physiopathe, et ça nous intéresse les nécrologues, pour ajuster au mieux nos traitements lorsque on fait face à une situation aiguë, qu'on ne connaît pas les patients, qu'on n'a pas la CTI, ou quand tous les facteurs nous échappent. Une petite vignette clinique avant d'attaquer le Vexus en pratique. Là, ici, c'est une patiente qu'on a prise en charge au mois de mars. Hein. C'est pas pour montrer que l'écho, c'est super à tout, mais juste un exemple de comment l'écho peut nous aider pour apprendre des situations compliquées. Donc, on a une vieille dame de 73 ans, enfin une dame âgée, qui a un cancer pancréatique métastatique sous FOLFIRI et qui a la diarrhée chronique connue et assez importante liée à une insuffisance pancréatique exocrine, n'a pas été forcément très bien prise en charge et qui s'est acutisée récemment. Et donc, en fait, les médecins l'adressent aux urgences parce que la créate monte, en gros de 150 à 437, avec des œdèmes finalement a posteriori qui étaient déjà existants, mais qui sont un peu majorés. Elle pisse pas grand-chose. Elle a une auscultation qui montre probablement les crépitants en base, pardon, de la surcharge pleurale au niveau des bases. Et par contre, elle sature bien en air ambiant. Elle a un profil qui est organique, comme souvent, ça nous aide pas beaucoup. Une petite protéinurie probablement un peu plus tubulaire, et puis un sédiment qui est normal. Et vous voyez ici qu'elle est très dénutrie de façon chronique. Donc la question du refilling vasculaire se pose. Et enfin, un bilan très simple, alors que ça a été envoyé un peu en urgence sans le CBU, mais qui revient négatif. Et enfin, le scanner montre que les reins sont plutôt morphologiquement normaux et il n'y a pas d'obstacle. Donc le patient, la patiente, sera aux urgences de Meudon, hein, je crois initialement, puis l'hospice en néphro. Et les néphrologues voient que le patient est extrêmement édémacié au niveau des jambes, donc ils vont dépléter la patiente, ils montent les doses jusqu'à 1 gramme IVSE pendant une semaine, ils voient qu'ils ne font pas du tout d'effet, la patiente pisse pas non plus des masses, la crème ne fait que se majorer, et là il adresse en réa à Ambroise Paré pour démarrage de la dialyse en passant transitoirement par la néphrologie chez nous. Et là, le réa, très gentiment, pose le caté en urgence un vendredi soir et va faire un petit litre d'UF à la demande des néphrologues. Et enfin, le lendemain, un gériatre réanimateur écrit succinctement que, en fait, moi, à l'écho-cœur, je vois que la fonction cardiaque gauche-droite, je suis un simplifié, hein, est normale. Les PRVG sont normales. Je vous épargne le détail. L'ITV, qui est le reflet du débit cardiaque, est plutôt normale, voire basse, et la veine cave inférieure est plutôt fine et se collabore complètement à l'inspiration. Donc, il se dit, mais en fait, votre patiente, je la trouve pas si pleine que ça sur le secteur vasculaire. Attention à ne pas trop la dépéter. Au contraire, bon là, la créate a baissé forcément après la dialyse, mais je vais l'hydrater. Et donc, la patiente remonte à crête forcément après le rebond post-dialytique, et là, elle revient en néphrologie, et un collègue ou une collègue ne lit pas forcément le compte rendu, ou n'interprète pas forcément bien les paramètres qui ont été écrits, dit que ma patiente a encore des œdèmes, il y a encore des évanches en pleuro, et donc je sais pas pourquoi on a hydraté la patiente, on va reprendre le lazuli. Donc la créate remonte, là on est à peu près à 10 jours de prise en charge, et là moi j'arrive en astreinte, comme souvent, nous on arrive en astreinte, on récupère un patient, et en fait l'histoire n'est pas claire. Bien sûr, on n'a pas de poids, pas de durée, et ça je pense que c'est une situation où l'écho est finalement à un instant T beaucoup plus fiable que l'historique. Et on se posait la question de la biopsie rénale ou pas pour chercher peut-être de l'oxalate ou que sais-je. Et moi, bon, qui suis pas en salle, je me dis bon en fait quand je comprends rien, je sors l'écho et c'est un peu ma caricature. Mais bon, voilà, la patiente, en effet, vous voyez que les œdèmes se sont légèrement améliorés, mais en fait, c'est encore bien marqué, plus que d'habitude. En effet, l'écho pleural montre un épanchement qui est assez conséquent. Ici, il n'y a pas d'acide dans le ventre, mais il y a un peu de que enfin, ici, l'écho pulmonaire ne montre pas de ligne B significative. Donc, en fait, finalement, il n'y a pas de surcharge pleurale. Et quand on se fait un Vexus, alors je vais revenir sur ça, on voit que la veine cave n'est pas du tout dilatée, elle a 1,4 cm comme en réanimation, et puis elle se collabore quasiment complètement, en tout cas plus de 50% lors de l'inspiration au sniff test. Ici, le Vexus, une partie du Vexus montre que au niveau de la veine porte, au niveau de l'intestin, il n'y a pas forcément de surcharge importante vasculaire. Et enfin, les PRVG, une composante des PRVG, pardon, le E sur A était plutôt dans l'air normal avec absence de trouble de relaxation et un E sur A qui est plutôt entre 1 et 1,5, donc parfaitement normal. Donc en fait, moi, je prends parti comme les réanimateurs de BRT prudemment. Et bien, en effet, la créate baisse assez rapidement jusqu'à 400. Et puis ensuite, je passe le relais 2 jours après. Donc les œdèmes inquiètent toujours les collègues, le BNP augmente. Donc on va arrêter l'hydratation IV, mais on a retenu, on va faire l'hydratation orale, on va traiter la diarrhée et puis on va renutrer la patiente et elle rentre à la maison. Et enfin, en consultation, 1 mois après, finalement la créate a bien régressé, même si elle reste plus élevée que sa normale, à peu près à 280, 300.
Donc, c'est juste pour vous montrer que l'écho n'est pas, encore une fois, n'est pas supérieur au reste. Franchement, je reste un clinicien convaincu, mais l'échographie est un examen clinique. C'est le cinquième pilier de l'examen clinique. Quand tous les outils, comme classiquement les EDM, l'auscultation ou l'attention, ne sont plus aidants pour traquer la prise de poids, ou bien l'impédance-métrie ne permet pas forcément de comprendre le mécanisme de refilling, bah, peut-être que l'échographie peut aider, parce qu'à l'instant T, quand on est perdu, c'est le seul examen qui peut te donner en temps réel ce qui se passe à l'intérieur de ton patient. C'est comme si tu tournais une vidéo de ce qu'il y a dans les veines, et finalement, quand tu dépètes un patient en UF ou bien en salle, bah, en fait, tu dépètes surtout ce secteur vasculaire, et c'est ce secteur vasculaire que tu as besoin d'évaluer. Mais l'écho n'est pas forcément un outil magique à lui tout seul. Vous avez bien compris que l'hémodynamique est importante. Ne pas faire d'écho est certainement mieux que de faire une écho mal faite. Et là, c'est toute la problématique de l'écho qui est opérateur dépendant, et c'est pour ça que ça nous a empêché très longtemps de nous initier. Mais je pense que surtout le problème, et on peut y revenir dans la discussion, c'est le manque de formateurs, et le DU vraiment répond à ce besoin de tous pour structurer, on va dire, l'enseignement. Donc, on va juste maintenant attaquer la pratique. Comment on fait une échovexus? Le système veineux doit être évalué dans son entièreté. On va commencer par la veine cave inférieure. Vous savez probablement pour la plupart faire une écho de la veine cave de débrouillage. Juste un petit rappel au cas où si vous ne savez pas, la mesure du diamètre de la veine cave se fait en antéro-postérieur. D'accord? Le tir ici en vert, c'est celui qui est correct, donc par bas sous-glyphoïdienne latéralisée à droite. La veine cave est oblongue en physiologie, donc si vous mesurez comme ça ou comme ça, vous n'aurez pas la même mesure. Donc attention quand les patients ont plein d'air dans l'estomac, mesurer la veine cave en latéral n'est pas un bon équivalent, on ne mesure pas le même axe. Donc attention aux approximations. Ça, vous pouvez faire des grosses bêtises en mesurant en latéral. Et ensuite, bah, on mesure les diamètres de la variation respiratoire en faisant un sniff test. Attention, un sniff test pour voir si la veine cave se colle bien, demandant aux patients de ne pas bouger trop le ventre pour pas en fait décaler notre coupe, et on mesure en longitudinal, c'est ce qui est recommandé, mais on peut aussi faire en transversal pour voir comment la veine cave. On peut faire très bien en mode B comme en mode de 30 minutes, hein, il n'y a pas d'avantage de l'un ou de l'autre. Moi, je préfère en mode B, et la plupart des gens font en mode B. Et grâce au diamètre maximal et la collapsibilité, vous pouvez estimer à peu près la pression veineuse centrale, qui est elle-même un proxy du caté droit. Donc attention, du proxy. Donc quand vous voyez un compte rendu des cocottes qu'on met PAPS égale machin plus 5, ça veut dire que la veine cave a été évaluée comme fine et pliante, et donc le cardiologue va rajouter 5 mm de mercure à la fin. D'accord? Et donc c'est quelque chose qui est assez connu en pratique. Il y a pas mal de soucis, c'est-à-dire que la veine cave inférieure, elle est quand même assez facile à faire, elle est simple, elle est sensible et reproductive, mais il y a des limites qui sont majeures. Retenez tous le cutoff de 2 cm de diamètre antéro-postérieur, mais attention, c'est comme tout, hein, c'est comme la créatinine. Quelqu'un, un caucasien de 2 mètres et une mamie asiatique de l'Est de 1 mètre 40 ne pourra pas avoir la même surface veineuse, ne pourra pas avoir la même compliance et ni le même diamètre antéro-postérieur. Et donc, la norme varie énormément selon les populations en question. Donc, le 2 cm de cutoff, c'est forcément pas adapté à tout le monde. La deuxième chose, c'est que finalement, la PVC est très peu corrélée finalement à la veine cave inférieure. En fait, finalement, il n'y a qu'aux valeurs extrêmes de la veine cave, de moins 12 mm ou plus de 3 cm, que la veine cave est à peu près corrélée à la pression veineuse centrale et donc à la lésion tissulaire. Et donc, finalement, la veine cave inférieure n'est pas prédictive ou très peu de la souffrance tissulaire, notamment de l'insuffisance rénale aiguë. Elle ne permet pas de la prédire ni de prédire la réponse à l'introduction de la déplétion. Donc attention aux raccourcis qui disent que quand une veine cave est dilatée, forcément le déplété en fait suffirait à améliorer la créatinine. Enfin, elle n'est pas assez sensible en termes de variabilité au jour le jour pour monitorer l'efficacité de la déplétion. Donc voilà les limites majeures, notamment de la veine cave inférieure. D'autres limites, c'est qu'on a parfois des faux positifs. Chez un jeune athlète, et je vois ça souvent en EHTJ, chez des personnes qui viennent pour perfusion de fer ou de Ritux pour une LGM, qui sont en rémission, ils sont athlétiques, ils sont plutôt minces en fait que athlétiques. La veine cave est probablement plus dilatée chez ces patients-là en pratique et respire moins bien que les patients qui sont moins fins ou plus âgés. Donc, il faut faire attention à intégrer la veine cave dans un tableau clinique. Il faut qu'il y ait un sens à faire cette veine cave inférieure. En tout cas, elle peut quand même permettre de suivre la déplétion avec le Dexus, on va y revenir. Les patients qui ont un problème de retour veineux,
une dysfonction VD, IT sévère, EP tamponale, on en a déjà parlé, ou bien une augmentation de la pression thoracique, c'est-à-dire la BPCO qui est assez fréquente, ou bien chez les patients qui sont ventilés, ben, on peut avoir une cave qui est dilatée artificiellement, mais c'est un faux positif, donc il faut faire attention, encore une fois, à faire une écho-cœur et à apprécier les antécédents du patient, notamment respiratoire. Et à l'inverse, lorsque les patients respirent trop, de façon trop importante, ou bien s'il y a une pression abdominale trop importante, ben, on va avoir un reflux qui est plus important, donc un retour plus important, et donc la veine cave va être faussement fine, notamment chez nos patients qui ont une cirrhose avancée ou une hépatomégalie sur une polycystose rénale ou une acide qui est abondante chez nos patients qui sont en DP. Il faut faire attention aux faux négatifs. Et enfin, techniquement, il faut faire attention à ce qu'on appelle l'effet cylindre, c'est-à-dire que vos patients, vous les screenez comme ça en antéro-postérieur, mais quand ils respirent et que le ventre bouge, ben, vous avez facilement en fait un décalage de votre sonde abdominale et vous allez couper la veine cave sur le bord et vous allez avoir une fausse estimation de la veine cave inférieure et donc une fausse appréciation de la collapsibilité qui va être exagérée. Et donc vous allez avoir un patient qui est faussement négatif. Donc moi, ce que je recommande aux apprenants, c'est de faire une mesure de la veine cave en transversale. C'est tout à fait possible. Vous mettez au niveau du cœur, vous vérifiez que la veine cave s'abouche bien au niveau de l'oreillette droite parce que ça peut parfois être confondu avec l'aorte. Il y a déjà eu de grosses conneries comme ça, notamment en réanimation. Et vous allez en fait ensuite incliner la sonde abdominale à 90 degrés vers le bas et vous allez mesurer le diamètre au niveau de l'abouchement de la veine sous-hépatique, 1 cm en dessous et à 90 degrés pour pas exagérer le diamètre. Et c'est là où vous allez avoir une bonne mesure. Et même s'il respire bien, en fait, vous allez avoir à peu près la même coupe en transversale. Ce sera beaucoup plus fiable. Et enfin, cette coupe transversale permet d'apprécier la forme qualitativement de la veine cave, parce que vous voyez ici que la veine cave est encore une fois oblongue en physiologie. Lorsque un système veineux compliant est sous pression, donc tu suspectes qu'il y a une surcharge au niveau de l'oreille droite, et ben forcément le tuyau va se dilater. Si la veine cave n'a pas cette gueule-là, et c'est pareil pour un globe vésical, hein, vous savez que on dit toujours que il y a pas de globe vésical tant que la vessie n'est pas ronde comme un ballon de foot. Eh ben, c'est la même chose pour la veine cave inférieure. Si la veine cave ne ressemble pas à ça, avec un ratio antéro-postérieur sur transverse qui est égal à 1, ben, peu importe le diabète antéro-postérieur de ton patient, probablement que le système veineux n'est pas en pression et donc ton patient n'est pas congestivé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument retenir. C'est vraiment mieux que la collapsibilité ou bien le diamètre absolu en antéro-postérieur. La question maintenant, c'est donc est-ce qu'il faut aller plus loin que la veine cave inférieure? La réponse est bien sûr oui, si je vous fais ce topo. Alors, vous savez qu'en temps normal, lorsque le cœur est en train de battre, donc en systole, la veine cave inférieure ne transmet pas forcément beaucoup de pression en amont sur les petites veines parce que ben, elle n'est pas dilatée, elle n'est pas ronde comme un ballon. Et lorsque la pression augmente, pour X raisons, notamment la surcharge hydrosodée, ben, la veine va se dilater. Et lorsqu'elle va être dilatée comme un ballon, en fait, ben, finalement, le volume de la veine, le diamètre, ne nous permet pas de capturer ce gros delta de pression. Et donc, on perd beaucoup d'informations au-delà. Et c'est pour ça qu'on va avoir, en fait, très peu de prédictibilité de la souffrance tissulaire et très peu de capacité à monitorer la dépression avec la veine cave inférieure au-delà de cette pression-là. Et finalement, c'est ça qui nous intéresse en pratique pour la congestion tissulaire. Et donc l'idée, c'est de aller screener un peu plus en amont, parce que finalement, quand la veine cave est dilatée, bah, elle va transmettre de proche en proche une hyperpression au niveau des parois veineuses, donc au niveau des petites veines organiques, et ben on va avoir une pulsatilité veineuse qui va apparaître, et on espère avec cette pulsatilité veineuse en fait en amont estimer mieux le pronostic des patients et ajuster mieux la dépression. Et c'est de là qu'est née la notion du Dexus, qui est le Venus Ultrasound, où on va, en plus de la veine cave inférieure, screener au niveau du foie, au niveau des veines sous-hépatiques, au niveau de l'intestin, c'est-à-dire au niveau de la veine porte, et au niveau du rein, c'est-à-dire au niveau des veines interlobaires rénales, quelle est la surcharge en eau dans ces trois organes. Et ça vous permet de créer un score qui a été créé par un néphrologue à Montréal en 2020 pour pouvoir anticiper en post-chirurgie cardiaque quels patients vont faire une insuffisance cardiaque congestive. Alors, on va rentrer dans le côté pratique. Comment on fait un Vectus en pratique? Donc, on prend une sonde convexe ou abdominale par bulle d'engage. On va se mettre en transhépatique droit, latéral droit ici. C'est le plus simple pour scanner les trois veines. Vous allez voir que c'est plus pratique, mais vous pouvez faire comme vous le souhaitez. On peut faire ici en d'abord antérieur ou bien le rein gauche pour compléter si vous le souhaitez. Il faut faire un Doppler pulsé pour voir le flux des globules rouges, la rapidité, et donc faire un angle de Doppler qui est à peu près à moins de 30 degrés, ou en tout cas à moins de 60 degrés pour avoir une bonne appréciation des vitesses. Et enfin, on veut savoir la pulsatilité veineuse selon le cycle cardiaque, et donc l'ECG,
doit être systématique, notamment pour la veine sous-hépatique, on va y revenir, et le patient doit être en apnée expiratoire pour que la variabilité de flux veineux ne soit pas liée à la respiration, mais liée au cycle cardiaque. Donc, une fois qu'on a ces préceptes établis, on va commencer à montrer qu'est-ce qu'on peut voir en pratique sur ces trois systèmes veineux. Donc, on va commencer par le Doppler sous-hépatique, qui est probablement le plus difficile, en tout cas, à analyser sur le spectre. Ici, vous voyez qu'on met le gate du tir pulsé sur l'abouchement de la veine sous-hépatique, une des trois, hein, peu importe, au niveau de la veine cave inférieure. Et puis, on va avoir ce spectre-là qui va être vraiment hautement variable selon le cycle cardiaque parce que c'est juste en dessous de la veine cave inférieure. Et donc, si vous regardez bien, vous avez fait un peu de réa, vous voyez que finalement, la courbe ressemble à celle de la pression veineuse centrale avec les mêmes variations selon la systole et la diastole. Vous allez avoir schématiquement besoin de ECG parce qu'il faut comprendre quelle est la normalité de ces ondes-là. Vous allez avoir au moment de la systole auriculaire une hyperpression, donc vous allez avoir du sang qui va être giclé en avant et en arrière au niveau de la veine sous-hépatique. On va avoir du sang qui va venir vers la sonde abdominale, donc on va avoir un flux qui est positif. Et lorsqu'on va avoir une systole ventriculaire droite, on va avoir du sang qui s'éjecte et donc l'anneau tricuspide va se rapprocher de l'apex et donc on va avoir une sorte d'appel de liquide qui va faire une onde qui est très négative au niveau de la veine sous-hépatique parce que le sang va s'éloigner de la sonde abdominale et enfin on va avoir une fermeture de la valve pulmonaire et donc une pression qui va se normaliser soit nulle, soit légèrement positive et enfin on va avoir une ouverture de la valve tricuspide qui va commencer à remplir le VD, donc c'est la phase diastole après l'onde T. Et ici, ben, on aura un appel de sang de la veine sous-hépatique vers le ventricule droit. Et donc, on va avoir à nouveau une onde T négative qui est moins négative que l'onde S. Ça, c'est la normalité. Et donc, on peut scorer la congestion veineuse droite grâce à ce profil-là. C'est-à-dire que plus il y a de pression au niveau de l'oreillette droite, plus cette onde S va être moins négative. C'est-à-dire que le sang va avoir tendance à revenir vers ta sonde d'échographie lorsque le cœur est en systole. Et donc, lorsqu'il va s'altérer, on va avoir une onde S qui est moins négative que l'onde D. Donc ça veut dire que ton vexus sous-hépatique est modérément altéré. Donc, le D est supérieur à l'onde S. Et lorsque le flux est vraiment très inversé, on peut avoir l'onde S qui devient positive. Et donc, vous allez avoir, en fait, schématiquement, ce spectre-là qui est extrêmement altéré. Et ça, c'est un vexus qui est décrit comme sévère au niveau du foie. Donc, vous allez voir, c'est assez simple finalement en pratique de les distinguer. La seule difficulté, c'est de bien brancher un ECG, parce que si vous avez l'onde SD comme ça, ou deux ondes négatives, vous savez pas très bien lequel est l'onde S. Donc, l'onde S, c'est celle qui est après le QRS, et l'onde D, c'est celle qui est après l'onde T, et l'onde A, c'est celle qui est après l'onde P. Donc, avec ça, vous pouvez bien savoir quelle est l'onde S et quelle est l'onde D, et d'où l'intérêt d'acheter un module ECG qui est pas très cher pour votre échographie. Ensuite, on a la veine porte, qui est finalement la plus facile. C'est au même niveau que la veine sous-hépatique. On incline légèrement la sonde vers l'avant et vers en dessous. Et on va avoir un flux qui arrive du tube digestif. Donc, c'est plutôt un flux positif qui est rouge. Et on va avoir un flux veineux qui est assez continu et positif parce que ça vient vers la sonde. Et en temps normal, il va être positif et très peu variable avec le cycle cardiaque. Attention à ne pas aller trop loin dans le foie parce que vous pouvez choper l'artère hépatique principale et qui peut donner un flux artériel qui parasite le flux. Donc, il faut vraiment se mettre à l'entrée dans le foie, un peu plus loin qu'ici sur le schéma, pour avoir un bon spectre. Donc, le spectre normal, c'est celle d'une variabilité qui est faible. Donc, entre la vitesse maximale et la vitesse minimale, il y a moins de 30% de variabilité en temps normal. Lorsqu'il y a beaucoup de congestion droite, on va avoir une variabilité qui est plus importante parce que le flux va tendance à en fait nous échapper et revenir un peu en arrière. Donc, on va avoir une variabilité entre le max et le minimum qui est plus importante, entre 30 et 50%. Et lorsque c'est encore plus grave, on va avoir une variabilité qui est à plus de 50%. Et parfois, le flux peut devenir même négatif. Et dans ce cas-là, on a un flux qui est jugé comme sévèrement congestif. On voit que la veine porte est quand même assez simple à interpréter, sans nécessité de CG cette fois-ci, parce que finalement, on a le max, le minimum, c'est tout ce qui nous intéresse. Et on n'a pas besoin forcément d'avoir un bon angle Doppler, parce que ce qui nous intéresse, c'est un flux qui est relatif, donc ça peut s'annuler sur ce principe-là. Enfin, on va avoir le flux le plus difficile techniquement à capturer, c'est le flux interlobaire, donc les vaisseaux qui sont entre les pyramides de Malpighi. Donc techniquement, c'est le plus difficile parce que c'est plus profond. Et puis on a souvent des interpositions digestives, les patients sont parfois obèses et ils tiennent pas l'apnée. Donc on peut avoir du mal à tirer de façon très précise sur la veine. Et donc dans 25% des cas, on n'a pas de flux intrarénal qui est interprétable.
Et lorsqu'on a des vitesses qui sont très faibles, chez nos patients en soins aigus, ben, on peut augmenter les vitesses en faisant du Doppler énergie. Peu importe, c'est que de la pratique, on peut en discuter si vous le souhaitez. Et on va avoir un flux qui à la fois capture l'artère et la veine qui circulent au même endroit. C'est impossible avec nos appareils de distinguer les deux. Donc on va avoir un flux artériel qui va venir vers la sonde, confondu avec un flux veineux qui s'éloigne de la sonde. Et donc on va avoir un flux qui est positif et un flux qui est négatif. Donc, vous voyez, encore une fois, on n'a pas besoin de l'ECG pour ce spectre-là parce qu'on peut suivre tout simplement la systole artérielle et la diastole pour savoir quelle est l'onde systolique et l'onde diastolique. Donc, en temps normal, lorsque la veine circule bien, qu'il n'y a pas de congestion, on va avoir un flux veineux négatif qui est constant avec l'absence d'interruption du flux veineux. Lorsqu'on va avoir une congestion modérée, on va avoir une interruption, on va dire, intermittente du flux. Donc, on va avoir l'onde S qui va s'individualiser de l'onde D, donc une onde qui est biphasique. Et lorsqu'on va avoir une congestion qui est très sévère, on va carrément avoir une disparition de l'onde S qui va se devenir positive comme pour la veine sous-hépatique, mais elle va se confondre avec l'onde artérielle, donc elle va être cachée. Donc, on va avoir une onde monophasique diastolique et une dispersion de l'onde S, et on va avoir une interruption de flux veineux qui va être beaucoup plus importante sur l'ensemble du cycle cardiaque, et on peut comme ça quantifier la surcharge, donc la tamponnade rénale. Et grâce à ça, donc Beaubien-Souligny avait établi un score Vexus qui consiste à faire séquentiellement la veine cave inférieure et le Vexus. Et donc, quand la veine cave est inférieure à 2 cm, il considère qu'il n'y a pas de congestion. Et là, encore une fois, il faut bien sûr modérer les propos avec tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Donc, ce Vexus-là n'est pas parfait. Lorsque le Vexus est négatif, donc moins de 2 cm de veine cave, il n'y a pas de congestion, donc on est tranquille, entre guillemets. Lorsque la veine cave est dilatée, plus de 2 cm, donc on va scorer chacun des systèmes veineux hépatiques, digestifs et rénal, et on va attribuer le score donc normal, modéré, sévère. Et selon le nombre d'anomalies sévères, on va avoir un Vexus grade 1, grade 2 ou grade 3. Et donc, plus ce grade augmente, plus ça va être corrélé à l'IRA congestion. On va revenir sur les datas de la littérature. Alors, juste deux choses. Première chose, bien sûr, nos patients dialysés, ben, le Lexus infrarénal, il est un peu compliqué à faire. Hein. Nos patients obèses, pareil. Donc, on peut avoir des alternatives. C'est-à-dire qu'on peut prendre d'autres veines, comme la veine fémorale, la jugulaire ou la veine splénique, pour avoir en fait une analyse de l'index de Stall. C'est-à-dire que plus le flux, là, ici, vous voyez, c'est la veine fémorale, en sonde abdominale ou linéaire. Donc, normalement, la veine, dans la veine fémorale, le flux, il va vers le cœur de façon continue. Et si il y a beaucoup de congestion, ben, le flux va s'interrompre comme pour la veine rénale. Et donc, plus ce temps d'interruption est important, plus de 25%, par définition, c'est ce qu'on a décidé comme cutoff, plus la congestion est sévère. Donc, on peut très bien construire notre propre score Vexus, c'est ce qu'on est en train de faire en boîte pareil, pour voir si on peut s'affranchir de la veine interlobaire, qui est très difficile à acquérir, et ajouter d'autres paramètres comme la dilatation de la veine cave appréciée par le ratio antéroposterieur transverse, plus qu'un diamètre arbitrairement fixé à 2 cm. Donc, c'est des choses encore à faire en néphrologie. Et en plus, ce que disait Eric tout à l'heure, c'est que les patients transplantés, en fait, le Vexus n'est pas validé parce que tout est basé sur des reins natifs. Et donc, comme le transplant est implanté en veine iliaque et que parfois elle est même un peu décapsulée, la pression n'est pas probablement pas la même qu'au niveau du rein natif. Donc, c'est pas encore validé sur le transplant là. Mais ça, je pense qu'il y a d'autres centres, dont nous, qui y travaillons. Alors, avant que vous m'insultez disant que le Lexus c'est bien, c'est sympa, mais ça prend beaucoup de temps, il y a des études qui ont été faites qui montrent que quand on forme 4 internes de médecine interne, de médecine générale, pendant 4 heures de théorie et 2 sessions hands-on, donc d'ateliers pratiques par des intensivistes qui sont formés eux-mêmes de la même façon, et ben le Lexus, au bout de 4 heures de formation et 2 ateliers, en fait, ça se fait en moins de 10 minutes. Et la concordance entre le Lexus des internes et des experts, finalement, est assez bonne. Ici, entre le orange et le jaune. Ici, en vert, c'est ceux qui n'utilisent pas le CG. Vous voyez que sans ECG, on fait beaucoup moins bien, notamment pour la veine sous-hépatique. Ici, je ne sais pas pourquoi pour la veine rénale. Mais en tout cas, la concordance est plutôt bonne avec les experts. Donc, il n'y a pas d'excuse sur le caractère opérateur dépendant ou la difficulté en termes de temps pour réaliser le Vexus. Le principal rationnel, encore une fois, c'est que contrairement à la veine cave inférieure ici que vous voyez, ici en bleu et en gris, là, le Vexus, à lui seul, a une AUC par rapport en fait à la prédictibilité de la pression oculaire droite meilleure en comparaison à la veine cave inférieure, confirmée par la cathé droit. Donc, en vrai, il n'y a pas de débat pour les anesthésistes, les réanimateurs et les pneumologues. Le Vexus fait mieux que la veine cave inférieure pour apprécier la pression oculaire droite, et donc forcément, on s'attend à ce qu'elle est plus corrélée à la pression tissulaire et donc forcément au pronostic tissulaire. Étude très simple de réanimation qui voulait valider cette infusion.
Ils ont pris des patients en réanimation qui sont sédatés et intubés, ils n'ont pas de vasopresseur, ils n'ont pas d'arythmie, pas de SDRA, et ils ont augmenté la PEP de façon graduelle, et finalement, c'est un modèle expérimental d'augmentation de la post-charge, et ils voient que la pulsatilité portale en pourcentage augmentait très rapidement en augmentant la PEP, alors que pour la veine cave inférieure, l'augmentation était très modérée, voire quasiment inexistante, notamment pour les PEP supérieures à 5. Donc là, très simplement, ils ont montré que la veine cave inférieure n'était pas assez sensible par rapport au Doppler portal, donc de Lexus, pour monitorer la pression auriculaire droite. Donc finalement, pour nous, c'est très intéressant parce qu'on n'a pas accès à la pression au niveau central. Et donc finalement, le Lexus est assez facile à faire. Donc en néphro ou en salle, on peut bien monitorer la pression auriculaire droite de façon beaucoup plus fiable que la veine cave inférieure. C'est l'étude ici, Princeps de Beaubien-Souligny, qui montrait que chez 150 patients en post-chir cardiaque, je ne sais plus exactement quel chir cardiaque c'était, en fait, le score Vexus à plus de 2 et à plus de 1, pardon, à J1 était finalement le facteur le plus associé de façon très importante au risque d'IRA post-opératoire. Et ensuite, après, beaucoup d'autres néphrologues sont amusés ou cardiologues sont amusés à faire dans d'autres contextes cardiaques, comme l'insuffisance cardiaque congestive en Russie. Alors, c'est la seule étude russe que j'ai lue de ma vie, ou au Mexique, qui montre qu'après la syndrome coronarien ST+, ou ST-, dans les deux cas, le Vexus était le seul critère le plus associé, voire le seul dans cette étude-là, au risque d'IRA congestive et à la mauvaise réponse ici en termes de natriurèse, à la dépression et ceux qui ont besoin d'augmenter les diurétiques ou voire ajouter des inotropes et surtout à la mortalité. Donc c'est finalement validé dans pas mal d'études en cardio. Ici, c'est une méta-analyse, je veux passer très brièvement, qui montre que dans toutes les études qui ont été faites, notamment au niveau des études cardiaques, rétrospectives ou prospectives, montrait que le Vexus est toujours associé à un risque plus important d'IRA congestive, un peu moins vrai pour les contextes non cardiaques. Néanmoins, il y a d'autres études qui sont apparues, ici notamment une étude en soins intensifs pour les problématiques hors cardio, comme l'insuffisance respiratoire aiguë, hors OAP bien sûr, et troubles digestifs. On voyait que le Vexus était là, encore une fois, associé à un risque plus élevé, peut-être un peu moins important, de MAKE, donc de l'événement rénaux, dialyse ou augmentation de la créate, je ne sais plus, à plus de 50%, que les patients qui n'avaient pas un Vexus élevé. Donc, à la fois en cardio et un peu moins hors cardio, on a quand même une valeur qui est importante du Vexus. En réanimation, et ça c'est très important et c'est applicable notamment en néphrologie, ici c'est une étude de Bicêtre chez les réa en association avec des Chinois de Guangzhou. Ils ont montré que chez les patients qui sont remplis, donc ils différenciaient les patients qui répondaient au remplissage, donc augmentation du débit cardiaque versus non-répondeur, et ils voyaient le Vexus avant et après. Donc il y a un médecin chinois qui fait que ça de sa journée en recherche clinique là-bas. Et il a montré que chez les patients qui répondaient au remplissage, sur le débit cardiaque, il y avait que 5% des gens qui majoraient leur score Vexus, alors que 73% des patients qui répondaient pas, donc chez qui le remplissage est inutile, voire délétère, c'est 73% des patients. Donc, si on extrapole un peu en néphrologie, en transplant, pardon, en post-greffe, si après remplissage, premier remplissage chez ton patient en retour de greffe, tu augmentes ton Vexus rapidement dans la nuit, peut-être qu'il faut que tu arrêtes et que tu commences à dépléter rapidement ton patient pour pas aggraver l'ischémie reperfusion ou donc augmenter le risque forcément de reprise retardée de fonction rénale. À l'inverse, les réa voulaient savoir si on pouvait prédire la déplétabilité, on va dire, des patients. Et donc ici, c'est Doppler portal, tout simplement. On voit que les patients qui répondaient à la décongestion médicamenteuse avaient une pulsatilité portale qui était plus importante, avec un TTS à 35%. Donc tous les patients qui avaient un TTS à 35%, enfin plus de 35% de pulsatilité portale, étaient répondeurs à la dépression, alors que ceux qui n'avaient pas une pulsatilité portale augmentée ne répondaient pas à la décongestion. Et donc, beaucoup de néphrologues ou d'intensivistes sont intéressés à inclure le Vexus dans leur prise en charge en pratique. Et donc, en fait, ici, c'est une étude qui est monocentrique prospective, mais en soins courants, entre guillemets, où en gros, quand le Vexus est élevé, en fait, les médecins là-bas, en soins intensifs, vont appliquer les diurétiques dans les 48 heures. Et ils ont vu que finalement, la réduction du Vexus dans les 48 heures diminuer le risque de nécessité d'épuration extra-rénale, mais bon, c'est N égale 90, avec un effet qui est probablement un peu modeste. Et ici, c'est un effet prospectif, qui est assez rare en écho, qui montre que la stratégie basée sur le score Vexus n'améliorait pas la récupération de la fonction rénale. Et je pense, chez les cardio-rénaux, pardon, et je pense que c'est encore une fois lié à la problème d'IRA permissive, mais la accélère la décongestion. Donc beaucoup de gens s'amusent à intégrer ça à leur pratique clinique, dont les néphrologues et les réanimateurs à Ambroise Paré. J'ai bientôt fini, je vous rassure. En néphrologie, il y a des études qui sont sorties, Beaubien ou d'autres études de néphrologues, notamment les pays latins, ils sont très intéressés par le score échographique. Ici, c'est une étude monocentrique qui montrait que en dialyse, quand on fait avant-après 2 litres d'UF en moyenne, on voit que le Vexus score, notamment le Doppler portal,
s'améliorer très rapidement. Enfin, en tout cas, en fin de séance, on ne sait pas exactement en combien de temps ça s'améliore, ni s'il y a un rebond après. D'ailleurs, c'est une étude qui est en cours chez nous. À l'inverse, la veine cave inférieure, tu vois qu'elle bouge très peu. Donc, encore une fois, la veine cave inférieure n'est pas du tout corrélée à la déplétion. Et donc, chez un patient qui est grabataire, pas pesable, puisqu'on ne peut pas monitorer la durée hors dialyse, ben, peut-être que finalement, la veine cave n'est pas un bon marqueur. Ça, c'est, je pense, pareil que pour les réanimateurs. Mais par contre, le Doppler portal peut permettre à toi, au jour le jour, de monitorer l'efficacité de la déplétion sans avoir à courir après la déplétion. Eric, j'ai entendu du bruit. Tu m'as parlé? Non, non, t'inquiète pas, regarde. C'est un appel sur un bip. Pardon, j'ai pas entendu, mais je peux continuer du coup? Oui, oui, tu peux continuer, c'était Pardon. un appel sur un bip. Ah, d'accord. Alors, un cas très intéressant, et finalement, je pense que vous êtes tous ce genre de patients en dialyse quotidien, ces patients qui ont une unité sévère. Ça, c'est une problématique qui est extrêmement importante pour les réa comme pour les néphrologues. La patiente ou le patient qui a une unité sévère, qu'on ensuite tourne des congestions, ils n'ont pas un PET d'œdème, mais, ou un peu, et ils ont une unité, mais massive. Et en fait, on a du mal à savoir évaluer leur poids sec. Et ben, vous voyez ici une étude de 42 patients. On voit que la veine cave inférieure ne bouge pas, malgré l'UF, chez ni le Doppler intrarénal. Par contre, le Doppler portal s'améliorait très, très rapidement par rapport au reste. Donc, il y a une meilleure sensibilité pour suivre la décongestion. Je vous montre juste une clinique très très rapide de Victor Bocoté en réa chez nous à Ambroise Paré. Donc, un patient qui vient pour résipel, choc septique, a une MRC stade 4 et qui a une unité sévère qui s'est acutisée pendant l'hospice avec le sepsis et il fait l'IRA oligurique. Et donc, le Doppler portal montre en fait une pulsatilité très importante. Ici, vous voyez que ça s'inverse. Donc, un Vexus portal qui est sévère. Un flux hépatique négatif est supérieure à l'onde D, bah, elle est inversée. Et l'onde veineuse rénale, bah, elle est négativée ici. Donc, il n'y a que la diastole, elle est monophasique. Donc, tout le Vexus corps est grave. Et donc, un Vexus qui est grade 3. Elle pisse pas grand-chose, DFG à 12, et la veine cave est très dilatée, 5 cm. Une PVC qui est corrélée, parce qu'on est en réa, 20 mm de mercure. À partir de là, c'est vraiment très corrélé à la surcharge tissulaire. Ils font la Zilix, et au bout de 2 jours, bah, en fait, elle a pissé 1,5 litre mais commence à casser sa durèse et bah, forcément la crête monte. La PVC ne bouge pas. La pulsatilité portale ici est à un peu réduite à 74%, mais elle reste toujours très pathologique. Et la veine cave n'a quasiment pas bougé. Donc, il s'est dit là, bon, toi, si on est néphrologue, qu'est-ce qu'on fait finalement? À ce moment-là, on peut très bien se dire, bah, on a trop déplété, et donc un peu au doigt mouillé, on va dire qu'on va arrêter de dépléter, et finalement, peut-être qu'il est juste pas assez déplété, il y a encore trop de congestion tissulaire et vasculaire, et ben on fait l'écho, et l'écho montre qu'ici il y a une pulsarité portale à 75%, et donc les réa ont pris leur courage à deux mains, ils ont dit je vais augmenter l'UF, je vais faire 10 litres d'UF chez une personne qui est anurique, et ici vous voyez que la pulsarité portale diminue à 40%, la PVC a bien baissé, la veine cave a passé de 5 à 4 cm, je ne sais pas quoi en faire de cette information, et enfin elle relance sa durée au bout de une semaine avec 15 litres d'UF. Voilà. Et on voyait que le Doppler portal ici, vraiment si vous devez apprendre quelque chose de lecture, c'est le Doppler portal. Si vous voulez faire plus fin dans la recherche comme nous, faites tout. Mais vous voyez que c'est très simple à faire et analyser. Ici, juste pour rappel, donc voilà, pardon, Ag6, le Doppler portal c'est normalisé, contrairement au Doppler hépatique ou rénal. Vous voyez que le Doppler portal ici, c'est juste pour résumer, a très vite baissé avec l'UF, alors que la veine cave n'a quasiment pas bougé. Donc c'était très important le Vexus pour monitorer la déplétion. Je pense que c'est l'avant-dernière étude. En dialyse, on a essayé de faire aussi une étude qui est similaire. C'est pas nous, mais je crois les Canadiens. C'est l'équipe de Beaubien-Souligny, à l'initiative de ce Vexus-là. Ils voulaient voir si en hémodialyse chronique, le Vexus Core au début, au branchement, pouvait prédire le rythme d'hypotension périodique. Donc en fait, il y a une équipe d'échographistes qui n'intervient pas dans la prise en charge des patients. Ils vont faire le Vexus et ils vont pas le montrer forcément aux cliniciens. Ici, vous voyez qu'il y a quatre classes, Vexus 0, 1, 2, 3, et ceux qui font plus d'hypotension perdialytique, c'est ceux qui sont Vexus 0, ce qui est attendu. Chez eux, ils font 1,5 litre d'UF à peu près, et chez Vexus 1, 2, ils font 1,8 litre, 1,9 litre, ça se passe plutôt bien, moins de 20% d'hypotension, 40%. Bon, je trouve que c'est un peu quand même beaucoup pour voir un peu leur cut-off, mais c'est pas mal. Et à l'inverse, de façon inattendue ou moyennement, c'est ceux qui ont Vexus 3 qui sont les plus graves, probablement parce qu'ils ont plus d'UF que les autres, qui sont plus cardiopathes, ils ont plus besoin de dialyse, ils ont moins de refilling, et ils meurent plus d'ailleurs, ces patients-là. Et on n'a pas vraiment de détails sur les modalités de dialyse, la durée des séances, c'est un peu biaisé. Mais vous voyez que entre 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, pardon, quand un patient arrive en hémodialyse, vous savez pas trop bien combien de faire l'UF, ben, s'il a un Vexus 0, ben, 1,5 litre, c'est probablement déjà trop. Vous risquez à 40% des cas de faire une hypotension perdialytique. Donc, ça peut être applicable aux patients dialysés. Enfin, j'espère enfin, encore une fois, c'est la dernière étude, une étude cardio. Ils font une très très belle étude en 2026 dans le GASE.
qui montrait que quand on fait un Vexus après, en sortie de suite pour une poussée d'insuffisance cardiaque, eh ben, ce score Vexus résiduel, on va dire, était largement prédictif du risque de réhospitalisation pour poussée congestive et de mortalité. Et ce Vexus score, c'est mieux que l'écho standard, écho cœur, écho véhicule intérieur et un modèle entre guillemets Bayesian qui inclut tout ce qui est âge, FA, MRC, NT-proBNP, même la dose de dobutamine et le furo au moment de l'hospice et le besoin du F ne faisait pas mieux que le Vexus Score seul pour prédire le risque de hospitalisation, qui faisait 69% pour Vexus 3 et 25% pour Vexus 0. Donc, on est en train de faire la même étude en néphrologie, puisqu'on est en train de développer un système d'HDJ diurétique pour les patients en IRC, en cardio-rénal, pour voir si ce Vexus Score-là pourrait prédire en effet le risque de hospitaliser les patients en sortie de poussée cardio-rénale. Enfin, en plus de ça, le Lexus en cas d'IRA, c'est-à-dire qu'on prend tous les patients qui ont une IRA, qui ont déjà une IRA Caligo 2, et on voit si le Lexus Score pourrait les différencier en termes de pronostic vital, et la réponse est encore oui. Les patients qui ont un Caligo 2, ben, ils ont une mortalité plus importante lorsqu'ils ont un Lexus grade 3, mais ils risquent pas d'avoir un MEG 30 qui est plus important, parce qu'ils sont déjà tous malades du rein, donc c'est un peu biaisé. Donc, à la fois sur le plan titulaire et sur le plan vital, le Lexus a un intérêt en néphrologie. Très brièvement, et là j'en ai fini, promis. C'est le cas particulier des patients en réa qui sont en sepsis, une étude de réanimation. Je vous ai dit que en post-cardio, CHIR, OAP, SCA, ST- ou que sais-je, c'est très bien corrélé, ou même en maîtresse respiratoire hors sepsis. Mais quand il y a un patient qui a un sepsis, on se rend compte que le score Vexus était plus corrélé à la pression veineuse centrale, probablement qu'il y a un problème de vasoplégie et de fuite capillaire qui est un peu plus difficile à appréhender et aussi n'est pas corrélé au risque d'insuffisance rénale aiguë chez ces patients-là parce que probablement que dans ce cas-là du sepsis, il y a pas mal de phénomènes multifactoriels en dehors du problème cardiaque et de congestion qui expliquent l'IRA, notamment la part ischémique. Donc, on ne peut pas extrapoler le Vexus chez les patients qui sont en sepsis sévère. C'est pas non plus la plupart de nos patients, mais prudence au sepsis même modéré chez nos patients parce qu'on n'a pas vraiment d'études qui prouvent que c'est utile. En conclusion, je veux juste vous dire que, ben, encore une fois, la volémie, c'est pas les œdèmes et les crépitants, loin de là, c'est moins de 25% de nos patients, notamment dialysés, qui nous permettent de quantifier la congestion par l'examen clinique simple. La congestion est systémique et donc il faut les dépister. La VENCAV est modérément corrélée à la PBC, donc il faut savoir faire plus que ça, notamment en amont. C'est l'intérêt du Vexus. Donc le Vexus est rapide, moins de 10 minutes. On peut demander à Eric peut-être son ressenti, mais je suis prospectivement nos étudiants en POCUS et à chaque fois qu'ils reviennent, ils font de plus en plus vite. Hein. On n'est même pas encore au 25e examen, on est peut-être au 5e examen. Et on peut augmenter la prédictibilité de l'IRA congestive ou tout type de surcharge titulaire. Et donc, on peut permettre de contre-indiquer le remplissage. On ne peut pas indiquer un remplissage. Vous savez, la congestion, ça ne permet pas de dire, si tu avais un cas fine, Vexus, etc., on ne veut pas dire que tu dois remplir le patient. Encore une fois, il y a très peu de marqueurs qui peuvent nous permettre de dire qu'on doit remplir. Mais on sait très bien quoi, il ne faut pas remplir les patients. Et enfin, on est plus sensible pour guider la déplétion, donc indiquer la déplétion, mais aussi la suivre dans le temps de façon rapide, au Doppler portal. Et c'est un facteur pronostic très puissant de réussite et de mortalité. Et ça peut être appliqué à pas mal de choses en néphrologie, en cardio-rénal, en IT sévère, les patients qui sont durs à peser ou sur la diurèse. Les traitements conservateurs, je pense que c'est un débat philosophique. La canicule, hein, les patients qui sont vasoplégiques, qui sont hypercalciques, ils ont parfois des gros poteaux quand il fait très chaud, mais en fait, ils sont complètement vides dans le secteur vasculaire. Et ça, on a rattrapé pas mal en HDJ écho de patients qu'il fallait pas diurétiquer, le post-séquendialie. Ça nécessite un équipement avec l'appareil ECG, bien sûr, idéalement. Il faut s'entraîner, voilà. Mais il y a pas de secret. Hein. Je pense qu'encore une fois, il y a l'opérateur dépendant, mais tout le monde peut s'entraîner. Les radiologues sont pas meilleurs que nous. Il n'y a pas de main magique. Il y a vraiment plus de peur. Et là, avec les machines qui sont de moins en moins chères, il n'y a pas de raison qu'on ne s'entraîne pas. D'autant plus que maintenant, on a une coordination d'un DU, des formateurs. Et l'idée, c'est de démocratiser ça à l'ensemble de la communauté néphrologique parce que bon, voilà, il y a d'autres gens qui sont aussi compétents que nous en écho. Il faut juste le structurer. Et il faut s'adapter à nos patients, attention, donc revoir le cut-off de la veine cave inférieure. C'est pas validé en IRCT, donc faut probablement faire de l'IVEXUS, donc veine fémorale, veine jugulaire, et ça, c'est à nous de le travailler en tant que néphrologue pour l'adapter à nos patients. Et le transplant rénal, même si j'ai pas trop peur sur l'intérêt dans ce contexte-là. Et attention au sepsis. Et encore une fois, il faut intégrer l'ensemble dans une vision intégrative hémodynamique. L'écho n'est pas magique. Et le mot de la fin, c'est que on a toutes les raisons de faire de l'écho. Hein. Ça répond à une question binaire. On ne demande pas une écho de radiologue. On ne veut pas savoir la stéatose, on ne veut pas savoir même l'analyse de la licence. En fait, on peut le faire, mais c'est facile à faire. C'est sensible, c'est précoce, plus précoce que l'examen physique. C'est un cinquième pilier de l'examen physique au même titre que l'auscultation. C'est simple à apprendre, vraiment extrêmement simple à apprendre.
La technologie change peu, à part pour l'écoute de contraste, on peut en parler, c'est pas cher, de moins en moins cher, on peut y revenir, c'est rapide et répétable, ça affine la stratégie thérapeutique entre refilling et déplétion, ça réduit les déplacements non nécessaires, la plupart des études montrent qu'entre 30 et 60% des examens sont inutiles, inutiles notamment bien sûr les thromboses veineuses profondes ou l'IRA obstructive, mais aussi la volémie, peut-être moins pour les coqueurs, on peut en reparler. Ça facilite l'adressage aux spécialistes, hein, je vous demande pas de remplacer un cardiologue, ni même un radiologue, quand vous voyez une endocardite ou une chute valvulaire importante, c'est pas notre spectre d'analyse, d'expertise. On peut faire une échocardio de type de niveau 2, très très bien. Et après, on peut adresser quand on voit un truc qui est pas net. Donc, si on voit des signes de dysfonction systémique VD très importants, on l'adresse à un cardiologue, mais au moins, on lui montre des photos, parce que j'envoie des photos, des vidéos au cardiologue, et il sait très bien qu'il faut le prendre rapidement. Ça renforce la confiance des patients, c'est quelque chose que j'ai découvert. Moi, en consultation, j'ai un PER portable, donc je regarde des greffons en post-op. Vous savez, ben, l'écho, c'est important en post-op dans les premiers mois, donc je fais une écho à chaque fois. Je leur montre l'image, ils sont allongés, et ils sont allongés, moi je montre personne. Et en fait, cette relation médecin-malade ne prend pas beaucoup de temps et renforce vraiment, vraiment la confiance des patients et des cliniciens. Et enfin, la technicité doit être conservée, les médecins doivent arrêter je pense, d'éviter le manuel et de reprendre la main sur l'écho, diagnostic, mais aussi interventionnel, on peut en reparler. J'ai arrêté de parler donc de l'écho et de l'intérêt. Je pense que vous avez bien compris ma position. On n'est pas enthousiaste. Je pense qu'on est juste en train de redonner un outil qui est intéressant en néphrologue et vous en faites ce que vous voulez. Mais je pense qu'on a beaucoup de recherches à faire. On est très très en retard sur ce domaine-là. Je vous remercie de votre attention. On peut parler ensuite de ce qu'on fait à la PR si vous le souhaitez, notamment notre consortium harmonique. Mais voilà, j'ai plus beaucoup de temps, je crois. Merci beaucoup. Enfin, moi, j'étais convaincu, mais voilà, je pense que ça vaut la peine. Il faut juste que j'achète le module ECG que j'ai un tout petit peu oublié dans les commandes, mais ça, c'est un détail. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Alors, Julien, tu n'as pas parlé d'une seule fois du reflux hépatojugulaire ou de la turgescence jugulaire. Est-ce que c'est un truc qui a été comparé, par exemple? Que tu parles de l'auscultation cardiaque, que tu parles effectivement des œdèmes, mais c'est vrai que moi, j'ai appris la néphrologie en partie à côté de Christian Jacot, qui ne pouvait pas faire un examen. Il disait la turgescence jugulaire, c'est tout aussi important, ou le reflux hépatojugulaire, que l'auscultation pulmonaire. Mais effectivement, tu vois, c'est un moyen indirect d'avoir, alors certes, la veine cave, tu as bien montré que la veine cave, c'est pas nickel, mais c'est un petit peu, voilà, un surrogate marqueur comme un autre, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est Alex, hein, c'est ça. Je t'entends pas très bien, mais je crois que ta question, c'est est-ce que faut abandonner la veine jugulaire pour mesurer la PVC en clinique? C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut absolument garder, hein, même titre que tout examen clinique. Je pense que il faut qu'on soit fin en sémiologie et qu'on n'a pas d'écho. Ben oui, c'est super important. Après, il y a pas mal de choses qui biaisent ça. Puis, enfin, il y a des personnes qui sont pas en surcharge, qui ont une dilatation de la veine jugulaire, une distension, et comment la quantifier? Tu vois, t'as pas le même opérateur au jour le jour, t'as pas le même médecin, le même interne qui examine le patient. Donc, avoir quelque chose d'objectif, facile, répétable, pas invasif, je pense que c'est mieux. Et puis savoir ce qu'on fait, parce que finalement, on fait pas assez de recherche en néphro sur ce domaine-là, en congestion. Je pense que c'est une ère où on peut s'affranchir de ça. Je dis pas que c'est, donc encore une fois, hein, tu as parfaitement raison, il faut garder ça tant qu'on n'a pas d'écho. Et maintenant qu'on a l'écho, je pense pas qu'on puisse les mettre au même niveau. Je sais pas si j'ai Ouais. répondu à ta question. Oh ouais, non, en tout cas, bravo. C'est vrai qu'on se demande d'ailleurs pourquoi on l'utilise pas plus, en fait, pour te dire. Oui. Je suis d'accord avec toi. Je, Merci je, beaucoup. merci. Je pense qu'en fait, pour répondre à ta question, il y a pas mal de choses. J'avais eu une diapo que j'ai pas lu, j'avais 120 diapos, hein, j'ai pas tout fait. Mais en gros, je disais souvent, ça, DU, en fait, je pense que la première chose qui est en train de disparaître, c'est le côté manque de connaissances reçues. Idée reçue, c'est-à-dire c'est le côté opérateur dépendant. J'en ai parlé, mais en fait, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui n'est pas opérateur dépendant en médecine? Je veux dire, pour tâter une veine jugulaire, je suis Alex, tu seras forcément meilleur que moi. Lire un ECG, bah en fait, voilà, c'est opérateur dépendant. Franchement, si on relie tout ce que les externes et les internes font, on peut avoir des surprises. Et en fait, je pense que c'est une excuse assez simple. Je pense pas qu'un radiologue soit meilleur que nous. Il n'y a pas de main magique, hein. Eric, tu fais beaucoup l'école avec les spécialistes. Parfois, en fait, quand ils voient pas, ils voient pas. Il n'y a pas de magie. Je pense qu'on manque surtout de deux choses, trois choses. C'est les moyens financiers initialement, mais en fait les appareils médicaux sont de moins en moins chers. Je peux vous montrer des exemples. Ici, par exemple, en néphrologie à Ambroise-Paré, on a deux TE9 minerais. Je ne sais pas si vous avez le même ici chez vous, ou le Tex 20 peut-être vous avez. Non, Euh, non, mais même.
Ouais, le même. Donc 300 plus ECG, c'est si tu me comptes pour toi, mais moi c'est 29 000 euros. On peut aussi facilement avoir des modèles de démo. Et en fait, les modèles de démo sont revisités. Tu vois, tu peux prendre moi, j'ai négocié pour avoir le deuxième appareil à 19 000 euros avec 300 des ECG. Donc ça, c'est quelque chose que, voilà, tu as bien vu que moi, j'avais un l'ingénieur minerai au atelier déco. Il était extrêmement rapide. Bien sûr, il est commercial, hein, mais Julien L'Église, il est vraiment à la cool, hein. Et il découvrait que les néphrologues, en fait, il y avait un marché important, bien sûr, mais qu'il était très, très content de voir que, en fait, on avait ils avaient des solutions pour nous que, enfin, auxquelles on pensait pas. Ils ont des sondes qui pistent l'aiguille de biopsie, vraiment, c'est magnétique, c'est très bien fait. Tu peux suivre ton pistolet jusqu'au rein, enfin, et une sonde ultra haute fréquence pour les vaisseaux. Enfin, il y a plein de choses qui sont intéressantes et il te fait des prix et il est vraiment de très bonne volonté. On peut toujours discuter. Après, il y a les TER et ça, je pense que c'est quelque chose, c'est une révolution. Le TER, en fait, c'est une machine portative qui est reliée au smartphone, comme les Copen, je peux y revenir si vous le souhaitez. Mais il fait Doppler, lui. Il coûte 7 000 euros. Il y a la sonde cardiaque, donc basse fréquence, et la sonde linéaire qui est à haute fréquence. Donc, ils font pas la même chose, vous savez, mais avec la technologie du TE9 et du TX20 intégrée, en fait, il y a les harmoniques. Donc, on peut faire des filtres pour augmenter la fréquence artificiellement de la basse fréquence et diminuer la fréquence de la haute fréquence. Donc, en fait, avec une sonde, tu peux faire pas mal de choses. Moi, je fais des échos du greffement avec cette TER-là. Donc, moi, j'ai la vasculaire et Pierre Guélichon, il a la sonde cardiaque. Donc, en fait, on est complémentaires, quoi. Et c'est 7 000 euros. 1 000 euros les Copen, mais les Copen de l'Hôtel Dieu, là, c'est pas du tout Doppler et la résolution est quand même, pour le coup, pas très bonne et elle est comme pas très ergonome. Mais voilà, il n'y a pas de raison sur le coup, je pense, maintenant, d'éviter de faire l'écho. Et je pense que le plus important, mais si je me trompe, mais c'est le manque de formateurs. C'est-à-dire que je sais que Montpellier, ou DES, ils ont organisé des cours pour les DES pendant de nombreuses années pour l'écho. Et en fait, à chaque fois, ils invitaient un urgentiste qui était un professeur connu pour faire de l'enseignement de l'écho. Et en fait, au bout d'un moment, il dit, mais en fait, il m'a dit, je suis très content de voir les néphrologues, mais je peux pas faire ça pour les internistes, pour les pneumologues, pour tout le monde. En fait, à un moment donné, il faudra prendre en main l'enseignement. L'idée, c'est pas de vous faire ça à vie, parce que moi, je ne sais pas quelle est la particularité des patients euh, enfin des patients en néphrologie. Et ça, c'est un vide intersidéral. Et donc, moi, je pense que le DU, à partir de là, l'idée, c'est de faire un truc un peu convivial, on peut en parler, Eric peut vous en parler, où on est 3 étudiants par enseignant, on essaie de tendre vers ça, avec des machines adaptées, des TE minerais, et on post-forme les gens, c'est-à-dire qu'on les suit pendant 50 examens, en stage clinique jusqu'à la fin de l'année universitaire. Moi, j'ai 2 créneaux, 2 jours par semaine où je dédie à l'HDJ, l'HDJ diurétique, l'HDJ écho, j'en fais beaucoup. Et j'accueille des apprenants du DU. Et après, voilà, et je fais une étude pédagogique pour voir avant-après s'ils gagnent en confiance, ça a déjà été fait, et s'ils gagnent en compétences, parce que finalement, on n'a jamais eu d'études pédagogiques sur ça en néphrologie. Il y a des recommandations qui sont apparues dans le CKJ par le Nephropocus de Wisconsin, mais il se passe rien. J'étais un peu long, pardon. Je sais pas si vous êtes convaincu maintenant ou pas. Non, non, on est convaincu. Non, t'as pas été long, tu as été complet, et c'était tout à fait intéressant. Moi, j'avais deux, trois questions, mais je crois que peut-être que là, on doit aller retourner vaquer à nos occupations. J'ai juste une question. Est-ce que pour toi, une insuffisance rénale en lien avec un syndrome néphrotique sévère est congestive ou pas? Euh, je pense que ça dépend à quel Non, parce que stade. j'ai eu une discussion avec l'interne ici présent qui m'a appelé ça une insuffisance rénale aiguë congestive. Donc, tu as intérêt à dire comme moi, c'est-à-dire que ce n'est pas une insuffisance rénale aiguë congestive. Donc toi, tu dis que c'est pas congestif, c'est ça? Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi sur le principe. Le trinôme movement, bah, encore, il faudrait que quelqu'un sache quelles sont les étapes physiopathologiques exactes. Je pense que chaque patient est différent. Au début, c'est un problème de pression oncotique. Oui, non, mais tu dis ce que tu veux, hein, je veux dire, Ouais, bah c'est ça. Et en fait, finalement, il faudrait savoir ce qui est dans la veine. Et je vais encore l'écho, mais si l'écho te dit que les veines sont très dilatées, ben tu sais très bien que bah, il y a une part de congestion en plus parce que ils sont censés fuir. Et s'il y a rien dans les veines, ils sont vides, ben en fait probablement que c'est un problème de perfusion rénale, plutôt artérielle. Du coup, faut rétablir le refilling, quoi. Et en fait, après, ça dépend à quel degré ton ENaC est activé. Parce que dans le sang néphrotique idiopathique, l'ENaC est très activé. Et si on fait n'importe quoi avec des apports sodiques, peut-être qu'il faut finalement passer sur le versant surcharge congestive, surtout quand ils sont en phase de rémission. Donc, ouais, moi, mais je pense, ouais.
Et j'ai une dernière question. Tu voulais me poser une Bah, question? justement, si le diapo, on peut l'avoir. Les diapos, bah, de toute façon, oui, tu peux les avoir, mais de toute façon, c'est aussi sur le truc. Et j'ai une dernière question, et vraiment question rapide et voilà, quid des patients en dialyse péritonéale? La question, c'est est-ce que tu peux Est-ce que monitorer tu peux utiliser le Vexus pour les patients en dialyse péritonéale, en sachant que par définition, ils gardent un peu plus quand même de diurèse, et donc pour le côté rénal, c'est peut-être assez utile et c'est compliqué. Mais évidemment, ventre vide, à mon sens, si tu as de hmm, l'acide artificielle, je vois pas comment ça peut fonctionner. Mais est-ce que oui, tu as il y a des papiers sur DP? non. À D'accord. ma connaissance, non, jusqu'à récemment, non. On peut voir ça ensemble, puis on peut essayer de collaborer si vous allez passer en DP pour voir. Mais tu as raison, faut ventre vide déjà, parce qu'il y a l'hyperpression abdominale qui fait que tu peux avoir des faux négatifs. Néanmoins, pour la veine intrarénale, je pense qu'elle est moins biaisée par ça. Mais par contre, si jamais, en effet, c'est très congestif, ben là, c'est quand même assez sensible, enfin spécifique pour le coup. Donc ça, c'est peut être intéressant. Veine rénale, il faut définitivement pas l'abandonner. Tant qu'on peut le faire, on le fait. On est encore à la phase très exploratoire et on est en train de créer un score Vexus modifié, étendu. C'est le consortium Venom, enfin l'accord qu'on a établi Venom à Ambroise Paré, qui consiste à faire dans 4 populations différentes l'intérêt pronostic et thérapeutique du Vexus. Et le Vexus, je vais l'intégrer avec vraiment, je vais détailler vraiment le ratio antéro-postéro transverse, la collapsibilité, la veine jugulaire, la veine splénique, tout. Et je vais faire beaucoup de data pour que ce soit vraiment granulaire. Et puis on applique à différentes populations. On va le valider. On peut le faire ensemble, hein. Je pense que nous, on le fait avec Harmonic. Donc Harmonic, c'est un nouveau consortium des néphrologues extramuros de l'Ouest, on va dire, avec Foch et Poissy. On partage un peu toutes nos données. Donc, j'ai formé une néphrologue à Poissy, une néphrologue à Foch pour faire, voilà. Et je pense que si vous êtes intéressé, on peut largement faire un Ouest étendu, intramuros, pour étudier ça. Et je pense qu'on n'a pas tous les éléments en main pour l'instant. Ok, bah écoute, merci encore pour tout. Et puis, bah, à très vite, hein. De toute façon, tu me donnes les sujets d'examen, hein. Bien sûr. Allez, salut. Merci pour Ciao. l'invitation. Bonne journée.